de votre magazine hebdomadaire d'actualité Zoom Sur que nous consacrons cette semaine aux accidents de la route et à la sécurité routière qui constitue aujourd'hui, vous le savez sans doute, un problème multisectoriel. Dès lors, la lutte contre ce fléau nécessite la synergie de tous les acteurs impliqués dans le domaine pour atteindre les résultats escomptés. Dans ce cadre, le comité interministériel en charge de la sécurité routière s'est réuni mardi dernier à Nouakchott sous la présidence du Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud. Au menu, le suivi de la mise en œuvre du plan national de sécurité routière et les recommandations formulées pour relever les défis, des défis dus pour la plupart à un excès de vitesse, un manque de concentration, le non-respect ou l'absence de panneaux de signalisation, la manipulation du téléphone ou d'objets quelconques pendant la conduite, une grande fatigue, un manque de sommeil, une surcharge, une tentative de doubler un convoi, le mauvais état des routes, un système de frein défectueux et j'en passe. La prise en considération de ces causes et la prudence en toutes circonstances sont de nature à contribuer tant soit peu à la réduction du nombre d'accidents de la circulation routière. Dans ce nouveau numéro de Zoom sur ce soir, nous allons, avec l'aide de nos invités, essayer de dresser un état des lieux de la mise en œuvre du plan national de sécurité routière et les recommandations qui seront appliquées pour remédier à ce phénomène. Les invités sont M. Seyni Saher Ndaw, directeur des services techniques à la Direction générale des transports terrestres, et Mohamed Rimin El Hussein, économiste, membre de la société civile. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre avec nous ce reportage préparé par notre confrère Mamadou Gueye. Les routes mauritaniennes sont de plus en plus meurtrières. Les principaux facteurs à l'origine de cette situation sont connus. Les responsables semblent peu s'émouvoir de la situation. Toutefois, l'ampleur de la situation semble pousser les autorités à réagir. En effet, depuis le début de l'année, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de la circulation, sans compter le nombre élevé de blessés dont certains sont devenus des handicapés à vie. La multiplication des accidents s'explique par une multitude de facteurs. Indiscipline des chauffeurs, état calamiteux des routes, dunes de sable qui couvrent une partie de la route, le non-respect de la réglementation, l'excès de vitesse associé à l'utilisation de téléphones portables. Conséquence, les accidents sont devenus de plus en plus mortels. À Nouakchott, plus de 22 accidents sont constatés chaque jour sur la voie publique. Les raisons sont nombreuses, dont l'absence de repos pour les chauffeurs, de transport en commun, non-respect du code de la route, surcharge de personnes, de bagages, absence de rigueur dans la délivrance de permis de conduire, notamment le permis vert destiné au transport. Résultat, des centaines de morts, des milliers de blessés, des hospitalisations coûteuses, des dégâts matériels importants. Le gouvernement vient de réactiver la stratégie multisectorielle en matière de sécurité routière. Rebonsoir et merci à nos invités. Donc, quel commentaire vous inspire ce reportage de Mamadou Gueye, de façon brève? Oui, merci à Daï de nous avoir invités pour donner l'occasion d'expliquer nos concitoyens l'état des lieux pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances aux victimes de la route récemment. Donc, nous avons eu des accidents. Donc, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes, aux proches. Pour cette pour ce reportage, il a brossé l'état des lieux d'une manière générale de la situation.
Donc aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, on a des accidents, mais isolés. On n'a pas une fréquence d'accidents. Aujourd'hui, pourquoi tous les projecteurs sont orientés vers les accidents? Parce que les accidents aujourd'hui ne sont pas répétitifs comme avant. Donc aujourd'hui, on a quelques accidents, mais quand il y a un accident, c'est des accidents graves. On a plusieurs blessés et plusieurs décès. C'est ce qui vraiment attire l'attention des citoyens. Mais d'une manière générale, si on fait un recul, il y a une dizaine d'années, la moyenne était de 191 décès par année. Ces 2 dernières années, c'est-à-dire 2019... nous reviendrons là-dessus. Oui. Nous allons parler tout à l'heure Oui. des accidents. Oui. Monsieur Mohamed Rimine. Merci Adaï. Merci aussi à la télévision de nous avoir invités pour débattre d'un sujet ô combien essentiel. Vous convenez avec moi, je pense que tout le monde sait la situation actuelle des conséquences des accidents de la circulation sur nos populations, qui sont non seulement les morts, mais il faut aussi compter les gens qui perdent carrément leur capacité motrice pour pouvoir travailler, avec les conséquences sur leur famille. Bien entendu, c'est un phénomène dont la responsabilité est multisectorielle, et je crois que nous irons dans les détails. Il y a bien sûr des problèmes de l'État lui-même, c'est-à-dire le gouvernement. Il y a la sensibilisation qui manque, il y a l'excès de vitesse, il y a les visites techniques, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération pour arriver à mettre en œuvre cette stratégie qui est pensée par le gouvernement, qui doit être définie en petits projets pour atteindre ces résultats. Et quelle est la cause principale des accidents de la route? Les causes des accidents, je peux le diviser en 3 parties. La cause principale, 91%, c'est causé par le comportement de l'usager. Et le principal usager, c'est le conducteur. Donc 91%. Et 5% concerne l'état des routes et 4% l'état technique des véhicules. Donc, mais c'est 91% qui est comportemental, 52% est causé par l'excès de vitesse. Et il faut savoir une chose, quand on a des routes plus sûres, plus bonnes, dont l'état les gens ont tendance à rouler plus vite. Donc ils ont tendance à faire plus d'excès de vitesse quand la route est bonne. Si la route n'est pas bonne, les gens ont tendance à changer de vitesse à tout moment. Donc ils ne vont pas rouler très vite. Donc le succès des bonnes routes conduit aussi à l'excès de vitesse et conduit aussi à des accidents vraiment dangereux. D'accord. Et que fait un peu votre direction pour conscientiser les gens? Est-ce que vous avez une idée du parc automobile? Le parc automobile, il y a eu deux décisions majeures en Mauritanie concernant le parc. La première décision concernait l'exonération de tous les véhicules destinés au transport de personnes. Ce qui a fait que ces dernières années, on a vu beaucoup de sociétés de transport avec des bus neufs. Deuxième chose, l'État a limité en 2014 l'importation des véhicules, l'âge des véhicules. Ce qui a fait que certains d'abord, on a d'une part les transports, les bus qui sont devenus plus neufs et plus sûrs. D'autre part, on a eu des transporteurs particuliers qui continuent de garder leurs anciens véhicules. Pourquoi? Parce que comme on a limité l'âge des véhicules particuliers à 8 ans, des véhicules utilitaires à 10 ans et des camions à 12 ans, le fait de limiter l'âge des véhicules, il ne peut plus acheter des véhicules parce que le prix devient plus cher. Si l'âge est moindre, le prix devient plus cher. Ce qui a fait que certaines catégories de transporteurs n'ont pas pu renouveler leur parc et ce qui a conduit aujourd'hui certains qui gardent leur véhicule plus de temps ou bien certains qui ressuscitent des véhicules qui sont déjà en situation vraiment un peu vétuste. Mais cette année, alhamdoulilah, la loi des finances a permis à importer des véhicules de plus de 8 ans, de plus de 10 ans et de plus de 12 ans. Donc nous espérons Est-ce que justement ces voitures qui viennent d'Europe, qui sont de seconde main, si je peux me permettre, oui, ne constituent pas un danger sur la vie de nos concitoyens? En réalité, l'âge du véhicule ne compte pas, c'est l'état du véhicule qui compte.
Moi, je peux avoir un véhicule bien entretenu et que je garde en Europe et je roule rarement en cas de vacances. Donc, ce véhicule peut avoir 20 ans ou 15 ans, mais en étant toujours neuf et en étant sûr. Parce que c'est les anciens véhicules où le métal est plus sûr et les organes sont plus sûrs que les véhicules d'aujourd'hui. Donc, ce véhicule-là, si je l'amène en Mauritanie, c'est un Mercedes 190 qui n'a pas roulé, qui a juste 5 000 ou 2 000 au compteur, et mieux que le véhicule neuf aujourd'hui qui est acheté neuf. Donc, est-ce qu'on leur fait faire des visites techniques? Bien sûr. Est-ce que vous avez des équipes qui viennent un peu voir l'état de ces voitures, à l'immatriculation, des voitures importées, hein? Tous les véhicules, selon la loi, tous les véhicules sont soumis aux visites techniques, mais surtout les véhicules de transport. Parce qu'en général, si vous avez un véhicule particulier, vous entendez votre véhicule. Mais le transporteur, lui, a tendance à négliger l'état de son véhicule parce que c'est juste un gagne-pain. C'est pour cela qu'on accentue le contrôle sur les véhicules de transport en commun. Mais aujourd'hui, il faut noter qu'en Mauritanie, la visite technique se fait d'une manière visuelle. C'est-à-dire les agents viennent regarder l'état du véhicule d'une manière générale, les organes de sécurité, les roues, les feux, la géométrie du véhicule, ainsi de suite. On n'a pas encore des moyens électroniques pour pouvoir mesurer, par exemple, l'émission de gaz ou bien certaines mesures où c'est des appareils numériques vraiment qui peuvent le mesurer. Donc, en amont, ces visites techniques laissent à désirer. Vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour... Ce n'est pas encore un système moderne. Ah, d'accord. Tant mieux. Mohamed Elmine, quelle est votre réaction par rapport à l'intervention du directeur et ce qui a été dit? Merci, monsieur le directeur. D'autant plus que vous êtes de la société civile. Mais il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Comme j'avais dit, c'est un phénomène qui ne peut pas être traité seulement par l'État, ni par les chauffeurs, ni par la société civile, ni par ceux qui importent les véhicules. Je crois qu'il faut tout un ensemble de paramètres réunis pour sécuriser nos routes et faire en sorte qu'on puisse réduire les accidents. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur certains chiffres. Quelle est la priorité? La priorité, d'abord, c'est l'état des routes, mais ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça demande des investissements et il faut investir. Toutes les routes dans les pays qui sont frontaliers sont maintenant gérées en majorité par des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que l'État concède une partie de sa souveraineté sur la gestion de la route pour qu'il y ait des routes de bonne qualité, des autoroutes, et garantir un peu cet investissement pour s'assurer que les routes qui sont utilisées par nos populations sont de bonne qualité. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère qui est important, c'est la visite technique que vous venez de dire et le contrôle de cette visite technique. D'abord, l'exigence de la visite technique et faire en sorte que tous les postes de contrôle puissent vérifier est-ce que cette visite technique a été bien faite. Au moins sur 3 segments. Les freins, les pneus et la charge. En Mauritanie, nous n'avons pas un bascule pour vérifier les charges des camions qui utilisent nos routes et qui ont une incidence par leur poids sur la qualité de nos routes. Et aucune route ici n'est payable. Donc, les moyens d'entretien aussi sont encore, avec d'ailleurs la disparition de l'ENARA à un moment, ça a causé beaucoup de dégâts. Il faut aussi s'assurer du nombre de passagers, c'est-à-dire la conformité du nombre de passagers par rapport à l'assurance. Il y a des surcharges. Chaque fois qu'on dépasse un poste de police ou un poste de gendarmerie, le transporteur peut mettre 1 ou 2 personnes de plus sur la route. Donc il y a bien sûr toute la planification de l'entretien, la mise aussi en norme de nos routes. Est-ce que nos routes répondent aux normes internationales aujourd'hui? Je dirais non, tout simplement. Donc, il y a la sensibilisation. Avez-vous une idée déjà sur les normes internationales? Oui, les normes internationales. Les normes internationales sont claires. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que j'ai vu une étude qui dit que certains pays, comme la Mauritanie, ont des routes qui ne répondent pas aux normes internationales, surtout les anciennes routes. De toute façon, ça, c'est une partie. Il y a aussi la partie de la responsabilité de l'usager lui-même. Il y a l'excès de vitesse, il n'attache pas les ceintures de sécurité. On ne prend pas aussi des véhicules en bon état, comme vous dites maintenant. Il y a des véhicules qui sont âgés de 20 ans et qui ont plus de 200 000 km au compteur et qui portent une surcharge de passagers et qui passent. Donc il faut que
c'est-à-dire non seulement soutenir les forces de sécurité pour qu'ils aient des moyens de vérification, c'est-à-dire tous ces postes de gendarmerie et de police qui font un travail excellent au soleil, il faut leur trouver des moyens de faire ces contrôles-là. Et s'assurer aussi par notre législation qui doit changer. Les mêmes amendes de 1960 sont pratiquement les mêmes amendes d'aujourd'hui, les mêmes outils de sanction avec des petites... c'est-à-dire des petites augmentations qui ne sont pas... Il y a la sensibilisation, malheureusement, sur toutes les chaînes de télévision, si vous regardez les pays limitrophes, il y a une émission spéciale, accident de la circulation, où on dit aux gens, on apprend aux gens comment conduire, comment faire les dépassements, Ceci n'existe pas chez nous. Malheureusement, la société civile, elle ne peut faire que sensibiliser. C'est le seul outil. Mais il faut bien qu'elle trouve des espaces sur lesquels elle peut faire cette sensibilisation. Et depuis juillet 2019, il y a une amélioration. Ils ont mis des ambulances, le ministère de la Santé a mis des ambulances sur les grandes routes, sur les grands axes, à certaines distances. Je ne sais pas si c'est à 100 km ou 200. 50 km. Donc tout ça, c'est des améliorations. Mais peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres, parce que nous, on pense que la moyenne, c'est presque 500 par an. 500 quoi? Plus de 500 cas d'accidents dans toute la Mauritanie. En matière de statistiques des accidents, il faut séparer trois choses. On a le nombre d'accidents. Ça, c'est un véhicule qui a fait un accident. Oui, la collision entre deux véhicules. Oui. Il faut séparer le nombre de blessés. Oui. Non, je ne parle pas. Dans chaque accident, il y a un nombre de blessés et il y a un nombre de décès. Maintenant, le nombre d'accidents, en 2019, comme illustration, on a 5300 accidents. Et 2020, on est à 5300. Oui, accidents. Oui. Mais accidents, il y a des accidents qui ne sont pas graves. Bien sûr. En 2020, on est à 6400. Donc, quand vous voyez, il y a une augmentation du nombre d'accidents entre 2019 et 2020. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de victimes également? Oui, c'est ça que... Donc, le nombre de blessés a augmenté de 20%, le nombre d'accidents, de 20%, le nombre de blessés de 22%, mais le nombre de morts a chuté de 19%. Pourquoi? Parce qu'en 2020, si vous vous rappelez, on a eu le confinement. Donc tous les véhicules se sont confinés en Nouakchott ou dans les grandes villes comme Nouadhibou. Donc il y avait une concentration. Il n'y a plus de transport intérieur. Oui, donc il y a une concentration. Du niveau du trafic était dense en urbain et interurbain, il y avait rien. Donc il y avait plus d'accidents. Mais ces accidents ne sont pas graves. Pourquoi? Parce que les véhicules ne roulent pas à 100 et quelques kilomètres à l'heure. Parce qu'en 250, un choc est souvent immortel. Il n'y a pas de mort en 50 km. Mais au-delà de ça, on commence à avoir des morts. C'est pour cela que, si vous voyez, on a plus d'accidents parce qu'on a la concentration des véhicules à Nouakchott, à Nouadhibou, à Rosso. Et aussi, il y a l'autre paramètre, c'est les heures de couvre-feu. Ce qui fait que les gens étaient pressés pour rentrer chez eux. Donc, toute cette psychose a fait qu'on a plus d'accidents, on a plus de blessés, mais des blessés qui sont légers. Parce qu'aussi, il faut savoir que le nombre de blessés est très important de séparer les blessés graves et des blessés légers. Les blessés légers, c'est des égratignures où on soigne et on parle et on oublie. Mais les blessés graves, c'est les blessés, comme vous avez montré ici, où ça va rester... Des séquelles qui restent. Tout le temps. Donc ça, il faut séparer ça. Donc, en 2019... Il y a des dégâts matériels également. 2019, par exemple, 2019, on était à 161 décès. Et en 2020, on était à 130. Donc on a une réduction de 19%, ça je pense qu'il faut bien le dire. Donc souvent les chiffres nous trompent parce qu'on a tant d'accidents, on pense que c'est des dégâts. Non, ce n'est pas des dégâts parce que l'accident peut être juste des accidents matériels. On a cassé un feu ici ou on a cassé une parabrise, donc il faut payer. Ou bien on règle ça à l'amiable. Souvent, on n'arrive pas à la gendarmerie ni à la police, donc on règle ça et on Alors, M. Mohamed Elimine, comment on peut éviter tout ça? Bon, d'abord, pour ne pas... C'est-à-dire que moi, quand je parle de victimes d'accidents de la circulation, je ne parle pas de blessés légers. Je parle des blessés graves et des morts. Ceux qui sont morts. Vous avez 160 morts, comme vous dites. 2019 et 130 en 2020. Voilà, et 130 en 2009. Mais dans les accidents, les normes statistiques vous exigent de voir la tendance. C'est les 10 dernières années. On ne réfléchit pas comme peut-être de la même façon, vous voulez vos chiffres annuellement, et nous regardons
quelle est l'incidence des accidents sur nos politiques économiques et sociales sur une période bien mesurée. Si nous regardons cette période, nous nous retrouvons avec une situation catastrophique. Vous savez que le nombre de morts de la pandémie de Covid, c'est seulement moins de 500. Et si vous regardez les coûts de Covid, les coûts de traitement, les coûts d'investissement de l'État pour essayer d'endiguer ce phénomène, si on les mettait sur une année dans l'investissement sur les routes, vous savez on pourra sauver autant de vies humaines que celles qui sont mortes dans le Covid. Donc on doit prendre en considération, et l'investissement ici, ce n'est pas seulement la qualité de route, je dis bien la qualité des véhicules, la sensibilisation des chauffeurs, c'est-à-dire l'amélioration de la législation pour la rendre encore plus coercitive pour les chauffeurs qui circulent à 150, 200 km à l'heure, 180. Et ça, c'est pourquoi il n'y a pas de blessés. Comment justement changer ces mentalités? Voilà, il faut bien qu'il y ait des outils de contrôle de radar de vitesse avec des sanctions. Il faut qu'on se donne les moyens de payer des bascules pour essayer de mesurer, de peser ces véhicules, ces gros camions-là. Il faut aider le ministère du Transport pour lui aider les services de sécurité à mieux faire leur rôle. Mais si vous les laissez dans une situation où ils n'ont pas les outils de contrôle qu'il faut, on ne peut pas leur dire, essayer d'obtenir de très bons résultats alors qu'ils n'ont pas de... Vous voyez la visite technique. Dans tous ces pays qui sont à côté et qui sont plus pauvres que nous, c'est exigible. Tous les trimestres, les véhicules de transport sont soumis à ces contrôles. Pourquoi pas nous? Monsieur le directeur, est-ce que vous avez pensé un peu à cette stratégie que vient d'évoquer? Oui, comme il l'a bien dit, on a une stratégie nationale de la sécurité routière de 2019 à 2024. Cette stratégie, comme il l'a bien dit, on a proposé, il y avait des propositions, parce qu'une stratégie, c'est une concertation de l'ensemble des acteurs. La sécurité routière, c'est une mission interministérielle. Nous avons minimum 11 ministères, donc du secrétaire général, ministre secrétaire général à la présidence jusqu'au secrétaire général du gouvernement. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, on a le ministère du Commerce. Tous ces gens-là, parce que interviennent sur la sécurité routière. Maintenant, pour que l'intervention soit plus efficace, on a créé un conseil national de la sécurité routière. Ce conseil est présidé par le Premier ministre pour chapeauter l'ensemble de ces départements. Donc, c'est là où les actions sont débattues, décidées et coordonnées. Le conseil a été créé en 2000. Ça c'est en théorie, mais non, pratiquement, ça c'est au niveau stratégique. D'accord. Parce qu'il faut que la tête pensante. Donc maintenant, au niveau pratique, c'est ce qu'il a évoqué tout de suite en 2019. Il y a des choses qu'on peut combattre tout de suite. C'est les permis douteux, c'est l'excès de vitesse, c'est l'envie de paraître con. Pour le permis, le ministre de l'Équipement et Transport, M. Mohamedou Ahmedou Mohamed, a fait une application, c'est-à-dire il a piloté une application vraiment efficace en dématérialisant la procédure des permis de conduire. Aujourd'hui, si vous voulez un permis de conduire, vous voulez d'abord passer par l'auto-école, apprendre la théorie et la pratique, et l'auto-école, ou bien vous-même, vous pouvez vous inscrire avec votre attestation. Ce qui n'a jamais été le cas. Oui. Donc, inscrit sur le site permis.transport avec s.gov.mr. Donc, vous pouvez directement avec votre téléphone vous inscrire avec votre attestation. Maintenant, il y a la liste donc, qui est gérée automatiquement par la base de données. Donc, s'il y a assez de candidats, le ministre va décider d'ouvrir des commissions dans les wilayas. Donc, il faut choisir une wilaya donnée. Donc, et que si vous venez passer, les examinateurs ne peuvent ajouter ni diminuer aucun candidat. Les candidats en quoi justement cette application peut-elle diminuer le nombre d'accidents? L'accident. D'abord, la sécurisation, parce qu'on bascule vers la sécurisation des permis. Donc, si on sécurise les permis, on ne peut plus. Le permis aujourd'hui est toujours en papier. Donc, on va basculer vers le permis numérique comme la carte d'identité, comme la carte grise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même dans le processus de l'examen. Avant, vous venez, on vous pose des questions et vous répondez. Aujourd'hui, ou bien quelqu'un
qui vous rassemble pour essayer de passer à votre place. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'on va vous prendre en photo comme le processus de la carte d'identité. On va prendre votre carte d'identité, faire une lecture de la carte d'identité pour savoir si c'est vous et que si vous êtes bien dans la base de données de l'état civil et qu'ils vont prendre en photo. Donc, on ne peut plus, il y a beaucoup de 50% du côté subjectif dans le processus est déjà enlevé. Il reste 50% qui est dans le processus de passation de permis. Et on va basculer vers des examens, vraiment des examens où ce sera aléatoire avec un système de tablettes où le candidat va donner le sujet, l'examen va venir automatiquement, il va répondre automatiquement et que même le système qui va lui donner les résultats prochainement. Donc ça, c'est des études qui sont déjà là. Mais pour l'instant, l'inscription et la passation de permis se fait d'une manière dématérialisée avec une plateforme permis.transport avec s.gov.mr. Donc ça, c'est un état. Deuxième chose, concernant l'état des routes. L'État a créé en octobre passé ETER. Oui, avant juste de parler des états de route, ça c'est pour l'obtention du permis de conduire. Ouais. Mais pour les gens qui l'ont déjà, qui ne mettent pas de ceinture, qui parlent au téléphone pendant qu'ils conduisent, les campagnes de sensibilisation. Quelles sont les méthodes coercitives qui peuvent amener ces gens à respecter un peu le règlement en vigueur? D'accord. Donc nous, on agit sur la route. On agit sur le véhicule. Il y a une mise en niveau, par exemple. On agit sur le comportement de l'usager. Le principal usager, c'est le conducteur. Oui, le conducteur. Donc s'il a déjà le permis, nous, on organise des campagnes de sensibilisation. Actuellement, par exemple, on a le juillet passé, lors des ouvertures des routes après le confinement, on a organisé une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière. Donc on informait les gens sur l'aspect du COVID, de la COVID en premier lieu, mais aussi l'utilisation du téléphone au volant, l'excès de vitesse, le transport mixte. Certains font le transport de bagages et de marchandises. Et ça, c'est très dangereux parce que si le véhicule fait un tonneau, c'est le matériel même contendant qui va tuer la personne et non l'accident même. Parce que vous avez mélangé des objets solides avec des personnes. Mais aussi, si le comportement, d'une manière générale, si le chauffeur est fatigué ou le chauffeur ne se repose pas, parce que l'essentiel des accidents que nous voyons, il y a l'excès de vitesse, mais aussi la somnolence. Oui. Parce que les chauffeurs aujourd'hui ne dorment pas. Vous voyez... C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Est-ce que c'est les agences de voyage? Les transporteurs font la pression et font des primes pour celui qui revient le plus vite possible. Donc, au lieu de limiter, ils doivent limiter la vitesse. Même faire des plombages de leur compteur de vitesse pour qu'ils ne dépassent pas la réglementation. C'est ce qu'ils devaient faire. Parce qu'aujourd'hui, le transport interurbain, le particulier, le code de la route limite la vitesse maximale en Mauritanie à 100 km à l'heure. Ça veut dire qu'aucun véhicule en Mauritanie ne doit pas dépasser 100 km à l'heure. Ça, il faut le savoir. Le véhicule particulier ne doit pas dépasser. Et si les routes régionales, c'est les autoroutes, ça c'est les routes nationales. Les autoroutes régionales ne doivent pas dépasser 80 km à l'heure. Maintenant, pour les transports, les véhicules de moins de 15 places ne doivent pas dépasser 90 km à l'heure sur tout le territoire national. Ça veut dire que tous les bus, moins de 15 places, ne doivent pas dépasser 90 km à l'heure. Au-delà de 15 places, ils ne doivent pas dépasser 70 km à l'heure. D'accord. La société civile, est-ce que l'utilisation des chauffeurs du téléphone, est-ce que vous avez alerté un peu les autorités ou la partie de la législative pour légiférer sur cette mauvaise pratique? Bon, nous n'avons que le plaidoyer et faire en sorte que quand on est impliqué dans les campagnes de sensibilisation, le ministère a déjà impliqué certaines ONG spécialisées pour essayer de faire la sensibilisation avec certains services techniques de l'État. Bien entendu, ces sensibilisations ont pour rôle de demander aux gens de ne pas utiliser le téléphone, de prendre la ceinture de sécurité, réduire les vitesses. Mais la ceinture de sécurité, ce n'est pas pour le chauffeur seul, c'est pour tous les passagers. Donc ici, l'usager n'est pas seulement le chauffeur et la responsabilité n'est pas du chauffeur seul. C'est parfois aussi la responsabilité, elle est personnelle. Et elle est en lien avec ce caractère coercitif dont je vous disais tout de suite, qui donne aux autorités c'est le droit
de faire des procès-verbaux, d'élaborer des procès-verbaux d'amende forfaitaire pour le propriétaire du véhicule et parfois même pour le passager. Donc, en termes de proposition de solution, ce que nous proposons, c'est qu'il faut renforcer d'abord tout ce qui est aspect sécurité. Un véhicule qui doit partir doit avoir, quand il fait du transport, il doit avoir une visite technique, et une visite technique réelle, qui prend en état la lumière du véhicule, les freins, la qualité des pneus, le nombre de passagers, les dispositions toutes les autres dispositions techniques possibles pour que l'agent de contrôle puisse vérifier ça. Et quand il y a des failles, qu'il puisse aussi rendre la sensibilisation compte, également sur et la sensibilisation des signaux. Voilà, c'est ça. Si les gens ne savent même pas pourquoi on peut changer le code au phare, où on ne regarde plus. Avant, moi je me rappelle, avant les postes de contrôle, regarder même pour les véhicules, même s'il y a une boîte de pharmacie, la qualité des pneus, le volume des bagages, etc. Il faut aussi que toute cette sensibilisation soit faite avec parfois les transporteurs eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui sont aussi les premières victimes. Le syndicat des chauffeurs fait partie de la société civile. Il faut l'impliquer dans ça. C'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement le ministère ou quelques ONG qui travaillent sur les aspects d'accidents de circulation, mais il faut utiliser aussi les chauffeurs, les syndicats des chauffeurs qui font le transport public. C'est extrêmement important pour qu'il y ait, et il faut qu'il y ait des émissions spécialisées dans la télévision, à la radio, pour continuer à sensibiliser les gens. On ne change pas la psychologie des citoyens en une matinée ou en une année. C'est un travail continu qui doit être là pour essayer de corriger toutes ces distorsions et ces écarts qui existent entre nos législations et la réalité, l'état de nos routes et le comportement de nos chauffeurs. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan. D'accord. Et sur l'utilisation du téléphone, monsieur le directeur, vous le savez, tout le monde a son téléphone dans les voitures, dans la circulation. Est-ce qu'il y a une loi? Pourquoi il n'y a pas de loi qui interdise un peu cette pratique? C'est une infraction. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Depuis 2006, le code de la route, le code qui est en vigueur actuellement, c'était depuis 2006. On a déjà entamé une actualisation qui n'est pas encore sortie, parce que c'est une loi, il faut passer par l'Assemblée et tout. Donc, mais quand même, actuellement, on a déjà actualisé ça, mais ce n'est pas encore sorti. Mais actuellement, c'est le code de 2006 qui est prévu. C'est interdit de téléphoner, d'utiliser n'importe quel appareil, téléphone ou autre similaire, que ce soit une tablette ou autre chose. Ça, c'est et pourquoi c'est pas appliqué? Même le kit oreille est interdit en Mauritanie. Nous sommes les premiers à l'interdire. Même la France l'a interdit il y a 2 ans, nous on l'a interdit depuis 2006. Donc ça, c'est interdit et que l'amende est 6 000 ouïas. Donc c'est les forces de l'ordre qui, s'il vous va, doivent arrêter et verbaliser pour les 6 000 ouïas. Donc il y a d'autres infractions. Donc le code de la Mauritanie n'a rien à envier aux autres codes de la sous-région. En théorie, oui. Mais quand il s'agit de l'application, c'est un problème. L'application, nous sommes devant un cas de figure où les gens sont dans une anarchie, si je peux me permettre. Vous ne le constatez pas quand vous êtes en ville? Le Mauritanien est réfractaire. Pour moi, ça, c'est un constat que j'ai fait. Le Mauritanien est réfractaire à la loi. Pour lui, la loi est là, donc il faut la fendre. Or que le citoyen doit... Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amener un peu à respecter ces lois? Contrôle et sanction. D'accord. Donc il faudra renforcer le contrôle et sanction. D'accord. Contrôle, sanction. Parce que si... Ce qui ne se fait malheureusement pas. Ça se fait peut-être que on doit augmenter les efforts nécessaires pour sanctionner. Et même pour les permis, il faut mettre des points pour un permis. Dans la nouvelle version, c'est-à-dire dans l'actualisation qui n'est pas encore sortie parce que ce n'est pas encore officiel, c'est prévu. Moi, personnellement, avec d'autres, on a prévu, par exemple, les permis à points, qui était prévu depuis 2017, mais ce n'est pas encore appliqué. Mais concernant, comme vous avez dit, on a une commission nationale technique de retrait et de restriction de permis de conduire. Si les auteurs des accidents, leurs permis sont retirés par la gendarmerie ou la police. S'il y a un accident, ils sont retirés et il y a une commission logée à la direction de la sécurité routière. Le directeur général des transporteurs, c'est le directeur de la sécurité routière. Et il y a un membre du procureur de la République
parce que c'est un tribunal administratif en quelque sorte. Il y a un représentant de la brigade mixte de la gendarmerie. Comme vous le savez, la gendarmerie font les constats en interurbain, mais aussi ils font le constat où les forces de l'ordre sont impliquées. Et pourtant, il fut un temps où les gens qui commettaient des accidents sont mis tout de suite en prison. Et on avait l'impression que ça avait diminué considérablement ces accidents. Pourquoi si le jugement décide, parce qu'en accident, il faut savoir que lorsqu'il y a un accident, on peut être impliqué dans un accident sans être responsable. Donc si ces deux véhicules, comme les collisions, récemment nous avons eu des collisions, il y a un monsieur qui déviait, qui évitait un dromadaire. Le plus récent par exemple, sur la route de l'Espoir, 11 personnes, 11 victimes, 5 blessés. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'on a su... Bien sûr, tous les accidents où il y a des blessés ou des décès, il y a toujours des enquêtes. Le dossier va partir à la justice va trancher les responsabilités. Mais aussi le ministère des Transports va trancher concernant les documents de transport, parce que c'est eux qui donnent le permis. Donc le permis peut être retiré de 1 an à 2 ans si c'est dans une situation... Donc ce qu'il y a, c'est juste le retrait du permis. Il y a pas... Non, je vous ai dit que ça c'est pénal. Il y a le pénal, il y a l'administratif. Il y a l'administratif. Le pénal, on peut juger et enfermer. Ça, c'est le tribunal. Oui, l'administration, très rarement. Oui, l'administration peut aussi juger et retirer les permis. Ça, c'est pas pénal. Retirer les permis de 1 an à 2 ans dans une situation normale. Dans une situation aggravante, si vous étiez dans une situation aggravante, jusqu'à 4 ans. Pourquoi? Parce que vous étiez dans une situation d'infraction où vous avez causé un accident. Mais récemment, l'accident que vous venez de dire, c'est passé le 17 dernier, c'est les deux véhicules se sont rencontrés au milieu de la route. Donc le choc, le point de choc, c'est au milieu de la route. Donc tous les deux sont responsables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la route était bonne. La route était dégagée. Donc l'environnement était dégagé. Donc il y a deux choses. Et soit les témoins disaient qu'il y avait l'excès de vitesse, mais aussi certainement la somnolence. Parce que nous avons un vaste pays et les chauffeurs veulent faire 1200 km et ne pas dormir et retourner, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vient dans la nuit arriver à Nouakchott pour retourner à l'intérieur du pays, je ne sais pas, vers l'extrême sud ou l'extrême est, ce n'est pas possible. Il faut que vous reposiez 1 heure de temps. Donc le repos doit être obligatoire. Les chauffeurs doivent se reposer pour pouvoir travailler. Parce que quand on condamne deux choses, l'excès de vitesse, quand on roule... Quels sont les axes routiers où on dénombre malheureusement plus de victimes? Nouakchott-Boutilimit. D'accord. L'axe le plus dangereux, c'est Nouakchott-Boutilimit. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cadre, justement pour limiter? Dans ce cadre, on a concentré beaucoup d'efforts. Comment? D'abord, on a renforcé, la gendarmerie est là-bas avec les brigades mobiles. On a la police qui est en ville, mais renforcée là-bas, la GGSR. Mais on a le BCR, le Bureau de contrôle routier de la Direction générale des transports terrestres. Nos agents, depuis décembre 2019, ils sont là-bas sur le terrain, ils se relient pour sensibiliser les gens sur les sécurités. C'est les véhicules jaunes. Certainement, vous les avez rencontrés là-bas en passant. Tous les Mauritaniens passent et les voient. Mais les citoyens sont réfractaires. Les insultes, peut-être de tous les noms. Et que ces citoyens qui sont sous le soleil sont là pour leur bien, pour qu'ils restent en vie. Ça, c'est très important. Il y a aussi le ministère de la Santé, il l'a évoqué tout de suite. Ils ont 4, sur le long de cette axe, ils ont 4 ambulances. Une ambulance au Carrefour d'Alec, une ambulance à Joer, une ambulance à 90 et une ambulance à Ouadnaga. Donc, ça, c'est pour un maillage, cet axe, pour intervenir. Parce que s'il y a un accident, les premières heures sont cruciales. Donc, il faut arriver vite et essayer de stabiliser les blessés et pour pouvoir les transporter. Ce qui est très important. Mais l'excès de vitesse nous pose un problème. Comme il l'a bien dit. Mais monsieur le directeur, vous le savez tout autant que moi, que les accidents ne se font pas malheureusement tout le temps à côté des postes fixes au point de contrôle. C'est tout au long d'une route. Est-ce que vous avez des équipes motorisées qui peuvent aller suivre ces usagers? Les brigades sont mobiles. Toutes ces brigades ont des véhicules. C'est-à-dire c'est dispatché d'une manière où à chaque 10 km, il y a un véhicule. Parce qu'il y a la gendarmerie, il y a les ambulances, il y a le BCR, Bureau de contrôle routier. Donc c'est dispatché d'une manière où ils peuvent intervenir en 10 minutes et téléphoner. Il faut savoir une chose, tous les Mauritaniens doivent mémoriser ces numéros de téléphone. Parce que c'est des numéros utiles. Tout Mauritanien, tout citoyen, 101,
c'est pour le numéro d'urgence du ministère de la Santé. Dans la régulation. Hussein, est-ce que vous constatez vraiment que ces équipes sont mobilisées? Je peux terminer pour les numéros. Allez-y. 101 pour le ministère de la Santé. Tous les Mauritaniens doivent mémoriser ce numéro pour le ministère de la Santé pour le transport des blessés. 116 pour la gendarmerie nationale. 117 pour la police. 118 pour les sapeurs-pompiers et 119 pour les GGR. Merci, monsieur le directeur. Moi, je pense que les postes de contrôle sont là. Ce qui manque aux postes de contrôle, on l'a déjà dit dans la première partie de l'émission, c'est de leur donner les outils et les moyens de bien faire leur travail. Et parmi ces outils, comme j'ai dit, c'est les outils de contrôle, mais aussi il faut que pour la gendarmerie, qu'elle puisse se déplacer, qu'il y ait des véhicules qui se déplacent entre les postes. Je n'ai pas souvenance, ici en Mauritanie, que j'ai été arrêté et je suis un très grand pratiquant de la plus longue route, c'est-à-dire Nouakchott, Fassala, jusqu'à Nema. Donc, je suis de la zone. Et donc, le problème, c'est qu'il est très rare d'être arrêté par une patrouille mobile de la gendarmerie pour vous dire que vous êtes en excès de vitesse. Oui. C'est très rare. On ne l'a jamais vu. Cette mobilité entre les postes, donc, qu'est-ce qu'on fait? Les Mauritaniens vont rouler doucement jusqu'à ce que le poste termine. Oui. Et dès qu'il y a une dune de sable entre lui et le poste de contrôle, il va partir. Les véhicules jaunes que vous avez, monsieur, ne font pas. S'ils font du travail, en tout cas, il manque de visibilité. Et ça, Mais en quoi ces brigades routières contribuent à la sécurité de la route, justement? Non, justement, quand elles arrêtent quelqu'un qui est en train de rouler à 120 km/h, toi qui sais que tu es derrière moi, tu vois qu'ils sont en train de poursuivre quelqu'un et l'arrêter, le sanctionner, tu vas faire attention, tu vas un peu lever ton pied. Mais si on laisse les gens rouler à la vitesse qu'ils veulent, chacun avec... Et effectivement, il y a une partie qui est très importante qu'il vient de dire, c'est le repos des chauffeurs. On n'a pas des aires de repos hors les villes. Donc si vous quittez Nouakchott, vous n'avez pas une aire de repos sauf Boutilimit. Si vous quittez Boutilimit, vous n'avez plus rien, aucune aire de repos sauf à, je ne sais pas comment ça s'appelle, le village qui est un peu avant. Avant Akshorgit. Donc, ainsi de suite, jusqu'à Alec. Et d'Alec, vous n'avez plus rien jusqu'à... Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des aires de repos et des obligations aussi pour certains transporteurs d'avoir au moins 2 chauffeurs qui se relaient. Oui. Et faire le contrôle, lier les chauffeurs avec la carte grise des véhicules. C'est-à-dire que ces chauffeurs-là doivent pouvoir, s'ils vont ensemble, au moins relayer l'autre. Il y a une partie de la fatigue, de la somnolence et aussi de la pression. Quand on vous dit qu'il faut faire 1400 km ou 1200 km tous les 2 jours, c'est un peu difficile. Et l'état des routes aussi, il faut le prendre en considération. Au moins réparer les nids de poules en attendant de faire des aménagements à long terme. Voilà. C'est les nids de poules et la réparation et la lutte contre l'ensablement. Et le sable cause de beaucoup d'accidents. Ça, l'État a créé ce qu'on appelle le TER. Je voulais développer un peu si vous me permettez. Oui, le TER a été créé en octobre 2020. Novembre 2000, le DG a été nommé. Donc, ils ont commencé en février. Donc, le 2 février, ils ont commencé à déjà travailler. Donc, lutter contre l'ensablement. Parce que le sable cause beaucoup d'accidents en Mauritanie. Parce qu'il y a certains qui essaient de dévier le sable et ça cause des accidents de collision mortelle. Ils ont l'État a un programme d'enlever cette année 3427 millions en quelque sorte de mètres cubes de sable cette année. Donc, ils ont prévu aussi de faire 200 hectares de rebasement, de l'implantation d'arbres pour fixer les dunes de sable et aussi pour lutter contre les nids de poules, comme il a dit. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le rétrécissement des routes, telles que celle de Nouadhibou, entre Nouakchott et Nouadhibou, qui cause énormément d'accidents, particulièrement les camions. Les gens pensent également que l'absence de panneaux de signalisation et les animaux en divagation causent beaucoup d'accidents. Il n'y a pas que ça. Oui, j'étais en train de terminer. Les nids de poules, l'État, c'est entretien routier, c'est-à-dire les nids de poules, lutter contre l'ensablement et ainsi de suite. Mais le ministère des Transports, via la DGIT, c'est eux qui font en quelque sorte les nouvelles routes, mais aussi la réhabilitation, c'est-à-dire l'élargissement des routes et les nouvelles routes. Donc, actuellement, on a 18
projets en cours actuellement. Le ministre de l'Équipement et des Transports, le 15 mars dernier, a inauguré la route de Rosso qui a resté longtemps sans être praticable comme il le faut. D'ailleurs, il a même donné les détails même sur la qualité même des différents matériaux qui ont été constitués. Et concernant un peu de 25 km de nature jusqu'à 145 km de nature à Bombi, soit 120 kilomètres de route qui 10 ans, parce que moi j'ai pratiqué cette route moi aussi, 10 ans. On a attendu 10 ans. C'est le ministre l'a inauguré récemment avec le ministre des Affaires économiques. Tant mieux, excellent, c'est du bon travail. Mais moi, je parle du rétrécissement de la route Nouakchott-Nouadhibou qui cause beaucoup et qui est une transsaharienne. Une étape de cette transsaharienne qui part de l'Europe jusqu'à la certainement, ce sera pris en compte dans les prochains projets. Il y a des projets en cours. Est-ce qu'il y a des projets de réhabilitation? Pour cette route, exactement. Moi, je connais qu'il y a Benichap RN1, c'est-à-dire la route Arjus. Il y a Benichap aussi RN4, la route de Nouadhibou. Donc, il y a d'autres routes en maillage parce qu'il ne faut pas se focaliser sur une route ou deux routes, mais il faut aussi un maillage sur l'ensemble des villes parce qu'on ne peut pas faire des routes juste nationales. Mais il faudra aussi relier les différentes villes, les différents départements pour que la Mauritanie soit vraiment un réseau maillé et vraiment fluide. Pour que l'offre de transport soit vraiment soit diversifiée. On insiste sur la route de Nouadhibou puisqu'elle pose un vrai problème. Certainement, monsieur le ministre, le ministre d'ailleurs des Affaires économiques vous ont bien entendu. J'espère que pour les prochains projets, ils vont s'attaquer à cette route pour l'élargir. Et donc, Mohamed Elmine, quelles sont les mesures particulières qui doivent être prises pour réduire le nombre d'accidents selon vous? Bon, comme j'avais dit, il faut travailler sur les 3 axes du pilier stratégique. Est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce que vous êtes associé la société par le civile département? est impliquée selon les informations qui me sont parvenues, c'est-à-dire que certaines ONG qui font de la sensibilisation de leur activité principale sont impliqués par le département. Oui. Mais je crois que la société civile, c'est un ensemble. Il y a non seulement les syndicats, il y a la presse, il y a les ONG, il y a tout le monde. Il faut essayer d'élargir un peu, peut-être, la réflexion. Parce que celui qui va mourir, c'est le citoyen mauritanien ou celui qui utilise notre territoire. Celui qui va être blessé, c'est la même chose. Donc, toute bonne volonté qui peut contribuer à améliorer ça, c'est bien. Pour le maillage, là, quelquefois, il faut faire aussi des choix, parce qu'il y a des routes qui coûteront très cher, comme la route, par exemple, à Tart-Jigja, qui n'est pas très pratiquée, avec beaucoup de dunes de sable. Est-ce que le coût économique a été bien réfléchi? Il faut faire attention à ça pour essayer d'investir peut-être là où il est bon d'investir, et sur les routes qui ont une certaine importance, avec un nombre de populations extrêmement important. L'une des routes les plus importantes en Mauritanie, c'est celle que Addaï vient de vous dire tout de suite. C'est la route qui traverse 3 pays, c'est-à-dire le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, et parfois qui va encore jusqu'à Abidjan, vers le côté est, jusqu'au Niger, jusqu'au Sahel. Il y a donc ces routes-là. Si nous prenons ces routes et essayons de les on va dire, Nouadhibou Rosso et Nouakchott Fassala, il faut que ces routes-là soient améliorées. Et en permanence, il faut qu'il y ait un système de suivi et de contrôle des qualités de ces routes et d'entretien permanent. Si nous voulons, et bien sûr, il faut travailler aussi sur les axes de sensibilisation, d'éducation de nos citoyens et de renforcement des outils techniques que nous donnons aux forces de sécurité. On ne peut pas dire à un poste de police, vous êtes là, vous êtes 4 ou 5, vous devez contrôler et vous n'avez aucun outil de contrôle. Ils ne savent pas que le véhicule de 60 tonnes, est-ce qu'il est de 60 tonnes, il est de 80 tonnes ou il est de 120 tonnes, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait au moins des bascules, il faut qu'ils aient des moyens de contrôle, des scanners, pour savoir qu'est-ce que transportent ces véhicules. Vous avez parlé tout de suite du transport mixte. Monsieur, le transport mixte, ce n'est pas seulement les marchandises et parfois les pièces détachées qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Mais il y a même le transport mixte des animaux et des personnes dans certains axes à l'intérieur du pays. Est-ce que l'objectif est amélioré, quoi. Il faut améliorer. Tout ça est interdit. Il l'a dit, la législation le fait. Mais entre l'application de la législation et la législation elle-même, il y a un effort à faire de ce côté-là. Un grand effort. Est-ce que l'objectif de réduction des accidents de 50% à l'horizon 2024 est réalisable?
Pour moi, c'est réalisable si le Mauritanien accepte de changer son comportement. Comme je vous ai dit, 91%. Le Mauritanien ne doit pas accepter, vous devez l'amener à accepter. Oui, le Mauritanien est pressé. D'accord. Oui. Monsieur Adaï, le Mauritanien est trop pressé. On doit pas, n'oublions pas que le Mauritanien, c'est toi et moi et tout le monde, c'est sédentarisé et qu'il doit respecter les règles en vigueur. Ils respectent bien les codes de la route quand ils sont à l'extérieur de la Mauritanie. Ils ne le font pas quand ils sont chez eux, mais ailleurs, ils se soumettent aux lois. Personne ne va brûler un feu rouge à Dakar ou à Donc, est-ce que cet objectif de réduction de 50%, pour moi, c'est réalisable? Pour moi, c'est possible. C'est parce que, comme je vous ai dit, 91% des accidents sont causés par le comportement. Si on accepte de changer le comportement, ou on les contraint à changer le comportement, nous pouvons y arriver. Donc, 5% seulement qui est causé par l'état de la route et 4% que l'état du véhicule. Donc, si on a beau à compresser, à faire des routes très bonnes, à des véhicules très bons, mais si le comportement ne change pas, le nombre de blessés et le nombre de décès vont changer relativement difficilement. Pourquoi cet état de... Non, je crois qu'il faut accepter aussi de dire qu'on n'a pas fait tout l'effort nécessaire de sensibilisation pour éduquer les gens. Les gens n'avaient pas... D'abord, le nombre de véhicules n'est plus le même. Oui. On avait fait nos routes, on avait pensé nos routes sur un nombre de véhicules donné. Au niveau de Nouakchott, qui est la capitale de la Mauritanie, la qualité des routes dans les quartiers, dans les quartiers les plus beaux quartiers, c'est toujours la même chose qu'il y a quelques années. Donc il faut essayer d'abord de travailler sur la qualité des routes. Et il faut le reconnaître, travailler sur la qualité des routes, travailler sur l'éducation du citoyen, leur sensibilisation. Au jour le jour, on va peut-être améliorer en une année, en 2 ans, en 5 ans. On peut se fixer des objectifs. Il faut impliquer toutes les personnes qui sont concernées et il faut bien qu'il y ait des outils de contrôle qu'il faut délivrer à nos services de sécurité pour pouvoir mener à bien leurs tâches. Bien sûr, dans tout ça, il y a aussi l'emploi de toutes ces amendes forfaitaires qui doivent contribuer à ça. Et quel est le rôle des assurances dans ce travail? Bon, les assurances aussi, elles ont un rôle important parce qu'elles vont payer les dommages. Et s'il y avait vraiment une réflexion stratégique poussée, on aurait impliqué non seulement les assurances, en leur disant, bon voilà, mais c'est normal aussi, le coût des assurances actuellement, non seulement le coût de remboursement des dégâts de l'assurance, non seulement c'est difficile, mais ça ne rembourse pas les dommages que subit la famille. Il faut revoir aussi cette législation-là. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu payes 50 000 ouguiya ou 40 000 ouguiya pour avoir ton assurance, mais quand tu crèves, on va te donner 900 000 ouguiya ou 1 million, je ne sais pas. Difficilement. Et difficilement, il faut les avoir par procès. Et s'il y a c'est-à-dire une rente viagère à payer, qui va la payer pour le maçon qui a perdu? Pourquoi justement les assureurs ne payent pas le plus souvent les sinistrés? Voilà. Sérieusement, je ne sais pas, parce que les assurances, c'est des sociétés privées. Donc, ils doivent payer normalement les assurés. Normalement, ils doivent payer, mais je ne sais pas, parce que moi-même, personnellement, j'ai été victime d'un choc. Et j'ai demandé ils ont refusé. Est-ce que dans votre stratégie, il y a un volet assurance là? Oui, il y a un volet assurance, parce que le ministère du Commerce, comme je l'ai bien dit, est membre du Conseil national de la sécurité routière, parce que les sociétés d'assurance sont affiliées à ce département. Donc, nous... Et qu'est-ce qu'il stipule, ce volet, justement? Comment? Qu'est-ce qu'il stipule? Qu'est-ce qu'il propose? Il propose assurer les passagers et les chauffeurs. Parce que les chauffeurs doivent être assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est des travailleurs. Mais les assurés, les autres passagers doivent être assurés par les assurances publiques. Et s'il y a des dommages, on doit les payer, quoi. Mais ce qui est dans les faits, comme il l'a dit, les assureurs sont réfractaires au paiement de ces dommages. C'est vraiment... c'est ça la situation actuelle. Je ne sais pas les raisons, mais ils payent difficilement. Oui. J'ai dit que les raisons sont simples. Les assureurs sont des commerçants, ils cherchent un profit. Et si à côté, il n'y a pas une autorité de régulation de transport qui joue son rôle comme il faut, ils vont le faire, parce que si l'autorité de régulation des transports
ne fait qu'avoir des revenus du transport et ne veut pas fournir des services de qualité pour les citoyens. Et pourtant, c'est la mission de la société civile. Oui, mais la mission de la société... C'est à vous d'attirer l'attention. Oui, on attire l'attention, mais on n'a pas les moyens d'influencer un État ou une compagnie d'assurance privée. Il ne faut pas aller loin avec ce que nous avons comme moyen. On attire l'attention. Mais une bonne autorité de régulation, une autorité de régulation de transport public ou des transports seulement, doit être à même de réviser la législation dans le cadre du transport et d'influencer les politiques publiques dans ce domaine. On ne peut pas demander seulement à un segment d'une partie d'un puzzle de jouer le rôle de tous les puzzles. Nous, on va sensibiliser, on va essayer d'aborder les problèmes, on va poser les problèmes par écrit dans la presse, comme le font certains journaux qui commencent déjà à... Ils ont posé les problèmes. Aujourd'hui même, il y a certains qui ont écrit à des journaux internationaux sur le nombre, et c'est pourquoi je vous dis que les chiffres ne sont pas du tout d'accord, c'est-à-dire certains... Quels chiffres? Les chiffres des morts par an. Sur la moyenne, sur les 10 dernières années, ils sont à 500. Donc, sur les 10 dernières années? Oui, sur les 10 le nombre de morts par an. Par an. La moyenne. J'étais le chef de service de la sécurité routière. Je suis le premier à tenir des statistiques en Mauritanie, correctement des accidents. Je suis le premier. Non, le premier Mauritanien. Le premier à la direction. Moi, je vous dis, je suis Seyni Ndaw, le directeur, le premier Mauritanien à tenir rigoureusement des statistiques. Là n'est pas le problème. De 2011 jusqu'à 2014. J'étais le chef de service de la sécurité routière. Donc j'ai été voir les assurances. La stratégie c'est basé sur la première stratégie, c'est ça. Tant mieux. Et qu'est-ce que vous suggérez? Donc, moi, je pense que les statistiques des accidents de la circulation sont des chiffres qui sont donnés par la gendarmerie. Pas seulement. Oui. Et la police. Excusez-moi, la police et tous les services de sécurité. D'accord. Je veux dire, ils font un rapport dans leurs procès-verbaux qu'ils émettent au ministère de la Justice, au ministère du Transport, etc. Mais le problème n'est même pas une question de chiffres. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important maintenant, c'est comment réduire ces chiffres. D'accord. La tendance, ce qui est écrit sur Internet aujourd'hui, en termes d'accidents, pour 2019, entre 2019 et 2020, il y a une réduction, mais cette réduction ne s'explique pas par le changement du comportement, ni la qualité de route, ni quoi que ce soit. Ça s'explique par le manque de mobilité des gens pendant la période 2020 à cause de Covid. À cause du Covid. Donc, il y a... Monsieur, l'émission, cette émission doit toucher à sa fin. Je vais vous inviter, monsieur le directeur. C'est le nombre de morts cette émission touche à sa fin. Je vais vous accorder à chacun quelques secondes pour un dernier mot. Allez-y. Pour moi, ce qui est important, c'est que cette stratégie que le gouvernement a fait est une très bonne stratégie. Mais il faut aller vers son application. Mettre aussi l'accent sur la qualité de route et les normes. Donner les outils aux agents de contrôle qui sont sur la route. Faire en sorte qu'entre les postes de contrôle, qu'il y ait des véhicules ou des motos qui contrôlent les excès de vitesse. Ou bien même un hélicoptère, pourquoi pas, pour essayer d'enregistrer des radars. Mettre tout ça en route pour essayer de dissuader un peu certains comportements. Faire en sorte aussi que les chauffeurs qui utilisent ces bus-là, qui prennent beaucoup de personnes, soient au moins 2 chauffeurs. C'est ce qui est important, la qualité des pneus, la luminosité des véhicules, les moyens de freinage, etc. Ça, ce sont des choses que nous pouvons faire immédiatement. Maintenant, pour ce qui est de l'investissement des routes, ça peut prendre plusieurs années. Et ça va accompagner la stratégie. Mais ce qu'on peut faire à court terme, il faut le faire. Et c'est tout ce que nous demandons en tant qu'acteurs de la société civile, au gouvernement et à la presse aussi, qui, pour nous, est encore, n'a pas fait beaucoup de choses en termes de sensibilisation sur des émissions spéciales à la radio ou à la télé. Et je vous remercie. À bon entendeur, Sali. Et un dernier mot, M. Seyni, l'émission touche à sa fin. Un message, une seule phrase. Mieux vaut perdre une heure de temps sur toute une vie que de perdre toute une vie pour une heure de temps. Donc ralentissez. D'accord, tant mieux. Ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Seyni Saher Ndaw
directeur des services techniques à la Direction générale des transports terrestres, M. Mohamed Lemine El Hussein, membre de la société civile économiste, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement pour la coordination Rabia Deida, la rédaction Mamadou Gueye, Abdalaï Sireba, Fal Sleitah, Madani Dramé au secrétariat et le réalisateur Ali Chiroul Abdalaï, ainsi que les caméramans et les preneurs de son ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes.